Alors bienvenue dans ce nouveau TP où je vous propose de mettre en place ce que l'on a vu depuis le début avec l'Intersection Observer et Fetch notamment. Donc notre objectif c'est de faire en sorte qu'on ait un système d'articles avec en bas des commentaires. Lorsque je descends suffisamment dans la page, un petit loader va s'afficher et ensuite on aura les 10 premiers commentaires. Si je continue à descendre, le loader se réaffiche et on est en train de charger les 10 prochains commentaires et ainsi de suite, ainsi de suite. On aura aussi la possibilité d'ajouter un nouveau commentaire grâce au formulaire, donc si je rentre des informations, on va rentrer un petit peu n'importe quoi. Lorsque je clique sur envoyer, ces données sont envoyées à notre serveur et ensuite, une fois que le serveur nous répond convenablement, on ajoute le commentaire à ce niveau-là. Pour cette petite partie API, on va se baser sur JSON Placeholder. Donc, vous savez que les données ne sont pas persistées, mais ce n'est pas bien grave, c'est juste pour essayer et pour s'entraîner. Pour cette vidéo, je vous ai préparé la structure HTML, donc c'est une structure HTML basique, j'ai utilisé un framework CSS, c'est pour éviter qu'on passe trop de temps à générer cette structure-là. Donc voilà à quoi ça ressemble, et votre objectif c'est de faire en sorte de faire fonctionner ce système-là. Cependant, je vais quand même vous donner quelques pistes. En fait, il faut réfléchir, quand vous créez des scripts, à les créer de manière les plus génériques possible pour pouvoir les réutiliser dans d'autres situations. Par exemple, on peut s'imaginer que ce système de pagination infinie, je l'utilise ici pour les commentaires, mais je pourrais en avoir besoin pour un système d'articles, par exemple. Donc ce qui peut être intéressant, c'est du coup de tout configurer grâce à des attributs data-quelque chose, les data attributes au niveau de l'HTML. Donc je me dis que moi, le point qui fait le démarrage, finalement, c'est ce petit loader. Dès que ce loader devient visible à l'écran, c'est ça qui déclenche de nouveaux commentaires. Donc je vais utiliser cette div-là, qui est actuellement le spinner, et venir ajouter des data attributes pour configurer mon système de pagination infinie. L'idée, c'est que seulement avec ces data attributes, on puisse changer complètement le comportement. Donc d'abord, je vais donner un data attribute qui va s'appeler endpoint, qui va être le point d'entrée de l'API. Donc moi, je vais lui dire, c'est ce point-là. Donc c'est ce qui permet de charger 10 commentaires et automatiquement il rajoutera point underscore page 1, underscore page 2 et ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite, je me dis que je vais aussi avoir besoin de l'élément que je souhaite cloner. Par exemple, un commentaire, ça sera cet article-là. Donc, histoire de cloner des éléments, on l'a vu, c'est un bon cas d'utilisation pour les templates. Donc, je vais créer un template qui aura comme ID comment, vu qu'on n'a qu'une seule fois ce template-là, et je vais mettre ma structure HTML à l'intérieur. Je vais supprimer de ma page tous les autres commentaires. Voilà. Donc à ce niveau-là, je vais lui dire que le template à utiliser, le data-template, ça sera l'élément qui a l'ID comment. Je vais mettre le sélecteur CSS à l'intérieur. Ensuite, j'ai besoin aussi de spécifier où vont arriver les commentaires dans ma structure, quand je vais les charger. Donc on va simplement créer ici une div qui aura la classe comments, et on lui dira que la cible donc, de notre pagination, ça va être comments. Tout ce qui va être chargé depuis notre API sera injecté grâce à ce système de template dans cet élément-là. Dernière chose qui nous reste à faire, c'est spécifier comment les données de l'API, à savoir le name et le body, se retrouvent dans notre structure HTML. Donc là, je me dis qu'un format qui serait intéressant, c'est de mettre en clé, par exemple, l'élément HTML ou la valeur, peu importe, et de mettre en valeur là où on doit l'injecter. Donc on pourrait faire un data-elements, et là, on va faire du JSON, donc je vais mettre des guillemets simples pour les attributs, comme ça me permettra d'utiliser guillemets doubles dans le JSON. Et on pourrait mettre ici en clé, par exemple, ça serait name, et lui dire le name, il ira dans le js-username. Pareil, le content, donc le body, que l'on a au niveau de l'API, il irait dans l'élément qui a js-content. Donc ça, c'est une manière de faire les choses. Une autre manière, c'est de choisir une syntaxe un peu arbitraire. Vous pourriez faire name, ça va dans js-content. Et ensuite, vous mettez un point-virgule et vous lui dites, au fait, le body, il irait dans js-content. Et le name, il irait plutôt dans js-username. Vous pouvez faire ce genre de syntaxe. L'inconvénient, c'est qu'ensuite, ça sera à vous de la parser, c'est-à-dire de la décomposer pour pouvoir récupérer les différents éléments pour faire ce que vous voulez. L'avantage qu'a le JSON, c'est que, vu qu'on peut utiliser json.parse, c'est au moins directement décodable. Un peu plus chiant à écrire au niveau de l'HTML, mais plus facilement décodable. Si vous voulez utiliser une syntaxe alternative, je vous laisserai essayer de le faire, ça peut aussi être un exercice intéressant. Enfin, je vais donner une classe supplémentaire à cette div-là, et on va l'appeler JSInfinitePagination. Voilà. Donc là, on a conçu notre truc de manière générique, ce qui fait que si demain on veut réutiliser ce comportement-là, il suffira simplement de copier ce loader-là, de le mettre là où on le souhaite, et de changer un petit peu ses attributs HTML, sans forcément avoir besoin de réécrire du JavaScript. Et c'est ça qui est intéressant. Donc maintenant, justement, on va passer à la partie JavaScript, et c'est là que je vous laisse essayer de pratiquer, et ensuite on corrigera ensemble juste après. Donc maintenant, on est parti. Je vais créer mon fichier JavaScript, je l'ai appelé app.js, et dans mon HTML, je vais le charger, et je vais préciser qu'on est
en type module. Une fois qu'il est chargé, je vais commencer à réfléchir à ma pagination. Donc moi, je me dis que le mieux pour organiser les choses, et si peut-être plus tard j'ai plusieurs paginations au niveau d'une même page, un système de classes est très bien. Parce que les classes, l'avantage, c'est qu'on peut sauvegarder chaque instance indépendamment et on peut avoir un état particulier avec des propriétés. Donc c'est très bien les classes pour commencer. Je vais juste mettre mes pages l'une à côté de l'autre pour qu'on puisse voir le résultat. Voilà, donc là j'ai mon petit loader et pour l'instant on n'a pas fait le code JavaScript. Donc je vais commencer par créer une classe que je vais appeler Infinite Pagination. Voilà. À l'intérieur de cette classe, on va créer un constructeur et ce constructeur, il aura besoin de l'élément en question qui servira de point d'entrée. Donc nous, l'élément, ça sera quelque chose de type HTML element et ça sera l'élément qui a tous ses data attributes. Donc tout de suite, je vais sauvegarder les informations dont je vais avoir besoin un petit peu plus tard. Donc globalement, tous les data attributes vont me servir, donc je vais les sauvegarder sous forme de propriétés. Donc, je vais les copier et ensuite je vais aller les mettre en haut. Par défaut, je pars du principe que ces propriétés vont être privées, vu que je n'en ai pas forcément besoin depuis l'extérieur. Si jamais plus tard on réalise qu'on a besoin de ça depuis l'extérieur, ben dans ce cas-là, on changera notre code. Donc on lui dit ici, hop, je vais recopier encore les différentes informations. On peut utiliser le multiple sélecteur, vous faites Alt et vous cliquez plein de fois. Après, vous pouvez bouger votre curseur, faire des trucs. Et l'avantage, c'est que ça vous permet d'écrire le code un petit peu plus rapidement. Donc là, je lui dis globalement, je veux que chaque attribut corresponde à element.dataset, l'attribut qui correspond. Voilà. Et pour l'instant, on va s'arrêter là. Ce que je peux faire ensuite, c'est sélectionner tous mes éléments avec un query selector all. Donc je vais sélectionner tous les éléments qui ont la classe qui me permet de démarrer une pagination, à savoir cette classe-là. Et ensuite, hop, je peux faire un petit for each. Et pour dire pour chaque élément, j'ai envie que tu démarres une nouvelle classe qui est une nouvelle infinite pagination de l'élément. Voilà. N'hésitez pas, j'insiste sur ce point, à aller à la ligne. Votre but dans le code, c'est de ne pas avoir des lignes qui sont trop longues. Parce que lorsque des lignes sont trop longues, c'est compliqué à lire. Alors, dernier petit point, on va simplement mettre ici un console.log vis.$target pour juste vérifier si on obtient bien les informations dans notre console. C'est important de ne pas cumuler les erreurs. Impeccable. Alors maintenant, réfléchissons à la logique. La logique, c'est dès que cet élément devient visible à la page, il va falloir charger de nouveaux commentaires. Donc cet élément-là, on l'a dans Element. Pour savoir quand est-ce qu'il est visible, on l'a vu dans le chapitre précédent, c'est l'Intersection Observer. Donc on va créer un observer. Cet observer, j'en aurai peut-être besoin en dehors plus tard, donc je vais le mettre sous forme de propriété. Notamment, on va avoir besoin à un moment donné de le désengager, de dire que cet observer ne sert plus à rien parce qu'on n'a plus de commentaires. Donc c'est intéressant de l'avoir comme propriété. Et on fera un new intersection observer. À l'intérieur, on va lui passer une fonction qui recevra les entries. Et on va lui dire, pour chaque entry, donc for const entry of entries, si notre entrée, elle est en train d'intersecter, donc c'est-à-dire qu'elle est visible, dans ce cas-là, j'aimerais bien que tu charges plus de commentaires. Donc là, on va l'appeler load more, pour charger plus de contenu. Cette méthode n'existe pas, donc on va aller la créer. Je vais en profiter aussi pour pouvoir typer l'ensemble des propriétés pour un petit peu plus de clarté. Donc pour l'instant, le endpoint, c'est quelque chose qui est de type chaîne de caractères. Ensuite, le template, c'est une chaîne de caractères, target, une chaîne de caractères, les éléments, une chaîne de caractères pour l'instant, et l'observer, c'est un intersection observer. On adaptera les types au fur et à mesure. Pour l'instant, on a été plutôt naïf dans l'implémentation, mais on verra qu'on va rajouter de la logique. Donc pour ce load more, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir contacter notre point d'entrée. Donc notre point d'entrée, c'est l'attribut endpoint. Il va falloir faire ça avec fetch. Si on se souvient, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. On a déjà créé des fonctions pour communiquer avec une API avec les bonnes en tête. Donc là, je ne vais pas m'embêter, je vais copier-coller le code de cette fonction-là. Donc je vais aller créer un nouveau dossier que je vais appeler functions et on va mettre toutes les fonctions qui ont trait à la communication avec l'API. Là, je ne vais pas m'embêter à retaper le code, on va reprendre une fonction qu'on avait écrite dans un chapitre précédent. Pour rappel, elle fait une requête en fetch en précisant qu'on accepte par défaut du application/JSON et si jamais on a une réponse qui n'est pas OK, ça renvoie une erreur serveur. Donc c'est très bien, ça va nous simplifier un petit peu le travail. Et ça, c'est un module qui est exporté. Donc dans mon app.js, je vais pouvoir lui dire j'aimerais bien récupérer les commentaires et les commentaires, je les récupère en faisant un fetch JSON et je vais lui donner l'URL. Ça sera donc vis.endpoint.
Et d'ailleurs, il faut faire attention, c'est une fonction asynchrone. Donc ça, il faut préciser qu'on fera un wait, et ça veut dire que cette méthode loadMore sera asynchrone. Maintenant que j'ai mes commentaires, je vais pouvoir cloner mon template pour chaque commentaire et venir l'ajouter à ma div qui sert de cible comments. Je me dis que le template est la cible plutôt que d'avoir simplement une chaîne de caractères qui représente le sélecteur, ça serait mieux d'avoir directement l'élément. Donc ici, je vais lui dire pour le template, il faudrait que tu fasses un query selector et que tu ailles sélectionner cet élément-là. Et que tu fasses la même chose finalement pour la cible. Donc je vais lui dire ici de faire un document.querySelector et d'aller trouver l'élément qui correspond à la cible. Je mets à jour la JSDoc au-dessus ici, donc je vais lui préciser que la cible ça sera un HTML element et que le template ça sera un HTML template element. C'est toujours bien d'avoir les types, ça vous permet ensuite une meilleure autocomplétion. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais lui dire, il faut que tu parcours tous les commentaires. Donc for const comment of comments. Pour chaque commentaire, il va falloir que tu clones le template. Donc on va créer une variable qu'on va appeler comment element et on lui demandera de prendre le template que l'on a dans la propriété privée template et de récupérer le contenu qui sera un document fragment et de le cloner. Donc on fera un clone node true. Une fois qu'on a ce comment element, on va pouvoir utiliser la partie elements pour injecter et modifier la structure. Mais pour l'instant, on va pas faire ça. Donc notre comment element, on va pouvoir ensuite l'ajouter à notre cible. Donc on fera un vis, on récupérera l'élément target qui est l'élément dans lequel on souhaite rajouter les commentaires, et on fera un append, et on en ajoutera notre comment element. Une fois que l'on a fini, on est satisfait et c'est bon. Donc on va corriger une petite erreur ici, il nous dit que, hop, il manque l'extension. Ça on l'avait vu, VS Code il nous joue un petit peu des tours. L'autre chose qu'il va nous falloir faire, c'est que là, on a créé l'observeur, mais on n'a pas pensé à observer. Et donc effectivement, pour l'instant, il ne se passe rien. Donc on va lui dire, il faudrait que l'observeur observe quand est-ce que notre élément devient visible, notre loader. Donc ici, je lui passe directement notre élément. Si j'essaie de réactualiser la page, on va aller dans l'onglet réseau. Hop, on va remonter un petit peu. On voit qu'il n'y a aucune requête. Je descends un petit peu et on a ce système de commentaires qui s'affiche. Et si je descends, voilà, ça continue de s'afficher. Petit détail en revanche, si j'étais C en 3G lente, donc je réactualise la page une fois, je me mets en 3G lente et je descends. Hop, on voit que finalement, pendant qu'il est en train de charger les commentaires, on peut se retrouver à charger 2 fois la page. Il faudrait lui dire, pendant qu'on est en train de faire ce fetch, ça ne sert à rien de pouvoir charger de nouveaux commentaires. Donc il nous faudrait savoir si on est en train de charger. Donc on va créer une propriété que l'on va appeler loading, et cette propriété, on va l'initialiser à false. On n'est pas en train de charger des commentaires. On va préciser que c'est de type booléen. Maintenant, lorsque je déclenche le chargement de nouveaux commentaires, je vais lui dire, il faut que tu définisses cette propriété à true, parce qu'on est en train de charger. Une fois que tu as fini ici, il faut que cette propriété rebascule à false. Donc on mettra loading égale false. Par contre, dès le début, si loading était déjà vrai, c'est qu'on a eu déjà un chargement qui avait été lancé, ne fait rien, parce que ça reviendrait à faire un double chargement. Voilà. Comme ça va vous éviter ce problème-là. Donc je me remets en aucune limitation réseau. Je me mets maintenant en 3G lente, je scrolle un petit peu en bas, et si je rescrolle, on voit que voilà, il ne charge qu'une seule fois les choses, parce que c'est ce premier appel qui va être pris en compte, qui a déclenché le loading à true, et du coup, les autres fois où il essaie d'appeler loadMore parce que l'élément devient visible, ça ne fait rien. Donc ça c'est très bien, ça vous évite de consommer trop de réseau pour rien, et ensuite aussi d'avoir des problèmes. Aussi, on voit que nos différents commentaires s'affichent, mais c'est là qu'on doit, nous, injecter notre code. On aimerait bien que le name devienne dans l'élément username et body dans l'élément content. Donc on va devoir utiliser cette partie-là. Cette partie-là, pour l'instant, on a considéré que c'était qu'une chaîne de caractères. Moi, je me dis, ça serait mieux d'avoir un objet. Donc je vais lui dire que elements, ça sera un objet. Et dès le début, à ce niveau-là, je vais faire un JSON.parse. Voilà, parce qu'on avait dit du JSON. Si vous aviez mis une syntaxe un petit peu différente, il faudrait créer une fonction personnalisée qui s'occuperait de parser ça. Donc maintenant, je vais aller en nothrottling et on va pouvoir passer sur la partie où, une fois qu'on a cloné les nœuds, il va falloir modifier les éléments HTML. Donc on peut faire une boucle sur l'ensemble de ces objets-là. Juste pour nous assurer que la structure est bonne, on va faire un console.log de vis.$elements. Dans ma console, je vois que j'ai name, donc la propriété name ira dans JS_username. La propriété body ira dans JS-content. Donc il me suffit de faire une petite boucle ici, donc on va avoir une boucle imbriquée.
Donc on va faire un for const, on va récupérer la clé qui sera finalement la propriété. Donc nous on va laisser clé ici et on récupérera le sélecteur. On va l'appeler sélecteur. On fera un off object.entries et on récupérera les entrées qui correspondent à notre objet elements. Voilà, pour s'assurer que ça fonctionne bien, hein, si je regarde à quoi ressemble key et selector, on verra bien que l'on obtiendra voilà, la clé, le name, et le sélecteur, le sélecteur. Donc il me suffit maintenant de prendre notre comment element, de lui dire fais un query selector pour trouver ce qui correspond à notre sélecteur, et j'aimerais bien que tu changes le inner text qui corresponde, et tu vas utiliser dans le commentaire, ce qui a été renvoyé par l'API, la clé qui correspond à ce qui a été mis là, name ou body. Donc on mettra clé. Et là, on a quelque chose de générique qui va venir remplacer les éléments. On voit que pour notre premier commentaire, on a bien le name et le body. Le name et le body, et ainsi de suite, ainsi de suite. L'avantage, c'est que si par exemple, je me dis demain, j'ai besoin de l'ID, ben, je peux lui dire, il faut que tu prennes l'ID et que tu ailles l'injecter dans js-id, typiquement. Hop là. Donc je modifie mon JSON. Là, on s'imagine qu'on mettrait, après cette div-là, un dièse. On mettrait ensuite une span. On lui donnerait comme classe js-id. Bon, c'est un peu bizarre de vouloir faire ça, hein, mais c'est juste pour l'exemple. Et comme ça, automatiquement, il viendrait rajouter l'id à la suite du dièse. Et c'est un moyen comme ça d'être générique et d'avoir du JavaScript qui peut s'adapter et que l'on peut modulariser en fonction de la structure HTML. Donc nous, on va retirer cette partie js-id, évidemment, parce qu'elle ne sert à rien. Voilà. Alors maintenant, le problème, c'est que lorsque je vais défiler en bas, hop, il va falloir que le système de pagination s'incrémente. Pour l'instant, on appelle toujours la même URL, ce qui n'est pas idéal. Donc il va falloir savoir sur quelle page on est. Donc au niveau de mon app.js, je vais créer une nouvelle propriété qui s'appellera page. Et on va lui dire que par défaut, on va être sur la page numéro 1. Cette propriété-là, ça sera un nombre. Donc il va me falloir construire l'URL. Alors la première solution serait de se dire, ben, je vais prendre le endpoint et rajouter manuellement un et, puis limite égale 2, limite égale 3, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si jamais on a besoin de manipuler une URL, il y a un objet que l'on peut utiliser qui est plutôt pratique, qui est l'objet URL. Donc on peut faire un new URL. On va lui donner par exemple le endpoint. Donc moi je vais directement prendre cette chaîne de caractères. Et au niveau de cet objet-là, je ne l'ai pas sauvegardé dans une variable, autant pour moi, voilà, vous avez une propriété qui est intéressante qui s'appelle searchParams. SearchParams vous donne un objet de type searchParams qui vous permet de voir les paramètres dans l'URL. Par exemple, on peut l'utiliser get et lui dire est-ce que tu peux me donner la valeur de limite. Et ça va bien me donner 10. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce searchParams, on peut aussi le modifier. Par exemple, je peux lui dire j'aimerais bien que tu set page et que tu mettes 3. Donc ça va modifier notre objet URL, et après sur l'objet URL, on a une méthode toString qui nous permet de réobtenir l'URL finale. Donc là on le voit, il a rajouté automatiquement page égale 3 en mettant le bon symbole. Donc lorsque vous voulez manipuler des URL, il faudra utiliser cet objet-là, il est super pratique. Donc à ce niveau-là, j'ai juste à modifier un petit peu mon JavaScript. Hop. Donc on va lui dire, on va faire un const URL égale new URL, on va lui passer le endpoint. Au niveau de ce endpoint, on peut changer la limite. Par exemple, on pourrait s'imaginer que notre JavaScript puisse ici spécifier la limite et la modifier. Mais bon, dans tous les cas, vu qu'on la met au niveau de du endpoint, ce serait un petit peu redondant. Mais ce que je peux faire ici, c'est faire un url.searchParams et lui dire de set le numéro de la page, donc c'est underscore page, et on mettra this.diespage. Ensuite, plutôt que de passer le endpoint directement, je demanderai de faire un url.toString au niveau de mon await. Une fois que mes commentaires ont bien été chargés, qu'il n'y a pas eu de problème, à ce niveau-là, je vais lui demander d'incrémenter la page, parce que la prochaine fois, on veut charger la page numéro 2. Si je reviens au niveau de mon navigateur, hop, je ne sais pas pourquoi les fenêtres vont n'importe où quand tu les redimensionnes, mais si hop, je charge, je descends un petit peu, on voit ici que l'URL c'est page 1, et si je descends un petit peu plus, ça va être page 2. Alors maintenant, il va falloir gérer le cas où on n'a pas de commentaires. Si on n'a pas de commentaires, c'est que finalement on est arrivé au bout de notre système de pagination et on doit s'arrêter. Donc là, on va mettre une petite condition en lui disant if comments.length est égal à 0, ça veut dire qu'on n'a plus de commentaires. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va supprimer notre élément parce qu'on ne veut plus afficher le loader. Donc on va être embêté parce que l'élément ne l'a pas sauvegardé. Donc nous on va l'appeler loader.
et on lui demandera de faire un element directement. Ce loader, on va dupliquer cette propriété-là, et on va préciser que c'est un loader. Donc maintenant, je peux lui dire à ce niveau-là, il faut que tu arrêtes les observeurs, donc on fera un observer.disconnect, et on lui demandera de supprimer le loader. Donc le loader, on le remove, tout simplement. Et après, je return pour arrêter l'exécution du reste de la fonction parce que ça n'a pas d'intérêt. Malheureusement, l'API que je vous donne ici, elle n'a pas de limite. En tout cas, moi, dans ce que j'ai pu tester, il continue à renvoyer des données. Du coup, ce que vous pouvez faire pour tester, c'est lui dire if this.page égale 3. Dans ce cas-là, vous déconnectez. Donc ça vous permet de tester. Donc je descends, on est à la page 3. Les commentaires se sont chargés, on n'a rien eu, et du coup, tout a été déconnecté. Et maintenant, on n'a plus la possibilité de charger de nouveaux commentaires. Voilà, donc ça fonctionne bien. Et vous pouvez remettre votre condition initiale. Autre petit problème que l'on n'a pas géré, c'est le cas où le endpoint répond incorrectement. Imaginons, je fais ça, lorsque je sauvegarde, je tombe sur une erreur, et l'utilisateur, lui, voit juste un chargement infini, il n'a pas forcément d'informations sur ce qui vient de se passer. Donc là, on va devoir créer un petit message d'alerte. Donc je vous ai déjà préparé la structure HTML de ces alertes-là, hop, elle est ici. Donc cette structure HTML, on va la mettre dans un template. Template, voilà. Et on va lui donner un ID, parce que c'est un template qui va être unique, qui sera alerte. Donc on lui donnera l'ID alerte. Je me dis que ce qui serait intéressant, ça serait d'avoir une fonction alert element qui permet de créer un élément de type alerte que je puisse ensuite injecter où je veux. Comme ça, dans mon JavaScript, à ce niveau-là, je peux entourer tout notre code d'un try-catch. Donc, par exemple ici, voilà, parce que ce code-là, de toute façon, il ne peut pas échouer, hein. Même on pourrait mettre le try un petit peu plus bas. Et à ce niveau-là, un catch. Et si je catch une erreur, je fais quelque chose. Je vais mettre en forme mon document, voilà, pour un petit peu plus de clarté. Donc au niveau du catch, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement refaire un petit peu ce que j'avais écrit ici, c'est supprimer le loader et déconnecter l'observer. Vu qu'on se répète, on pourrait se créer une méthode pour faire ça, histoire de ne pas dupliquer le code. Là, à vous de voir si vous voulez séparer. Mais ce que je dois faire surtout, c'est afficher une alerte. Donc moi, j'aimerais bien avoir par exemple un alert element et lui dire impossible de contacter le serveur, ou erreur serveur par exemple. Ou plutôt, allez, impossible de charger les contenus. Attention, hein, pensez que ça c'est une fonction qui est générique, donc du coup que l'on pourrait réutiliser pour d'autres choses. Si vous mettez impossible de charger les commentaires, ça devient spécifique au système de commentaires. Ce alert element, j'aimerais bien l'ajouter à notre cible par exemple. Donc pouvoir faire un vis.target.append et rajouter notre alert element. Ça serait pas mal comme API. Donc il va falloir créer cette fonction-là. Donc ici, je vais aller créer un nouveau fichier dans mon dossier functions et je vais l'appeler alert.js. Je vais exporter ma fonction qui va s'appeler alert element. Elle prend en paramètre un message qui sera une chaîne de caractères. Donc je vais préciser ici que ce paramètre-là sera une chaîne de caractères et ici ça renvoie un élément HTML représentant une alerte. Première chose que l'on va faire, c'est récupérer le template. Donc on fera un const L égale document.querySelector. On va sélectionner l'élément qui a l'ID alerte et on va lui demander, comme d'habitude, de prendre le content. Alors attention, VS Code ici, il remplace mon content par un text content. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Donc faites attention avec l'autocomplétion. Faites échappe à la fin pour éviter qu'il convertisse ça. Et ensuite, à ce niveau-là, je vais lui demander de cloner le nœud en faisant un clone node true. Maintenant que j'ai cet élément-là, je vais pouvoir lui demander d'injecter notre texte. Le message doit s'injecter dans le bon élément. Donc au niveau de mon HTML, j'avais déjà préparé le truc, on a une classe JSText. Donc je vais lui dire, prends notre élément, notre alerte, et fais un query selector, trouve l'élément qui a la classe JSText, et change son inner text pour pouvoir mettre le message. De la même manière, on a au niveau de cet élément HTML un bouton. Quand je vais cliquer sur ce bouton, il faudrait que l'alerte disparaisse. Donc je vais lui dire, sur l'élément, je veux que tu trouves le button, et lorsque on va cliquer dessus, je vais ajouter un event listener, clique, j'aimerais bien que tu lances une fonction, cet événement, on fera un prevent default dessus, et on supprimera l'élément, donc notre alerte, de notre DOM. Et ensuite, je retourne l'élément pour qu'il puisse être utilisé. Donc à ce niveau-là, je vais retourner mon HTML element. Si je reviens au niveau de mon JavaScript principal, je vais pouvoir lui dire, au fait, alert element maintenant ça existe, il faut que tu l'importes depuis ce module-là. Donc on voit lorsque je scrolle qu'on a bien cette alerte qui s'affiche,
Et si je clique sur la croix, on a un petit bug. On me dit l.remove is not a function. Ah, ça c'est un peu embêtant. Si je regarde à quoi ressemble L, on va faire un console.log L à ce niveau-là. Hop, on voit que L c'est un document fragment. Effectivement, c'est un fragment. Un fragment peut contenir plusieurs éléments et du coup, on ne peut pas remove un fragment. Donc là, vous avez une meilleure solution, c'est de vous dire que le template, donc votre alerte, il ne contient qu'un enfant. Du coup, plutôt que de cloner le fragment, vous clonez le first element child. L'avantage, c'est que ça vous permet de récupérer un élément et plus un document fragment, ce qui fait que la méthode remove, par exemple, fonctionnerait. Si je clique sur la croix à ce niveau-là, ça fonctionne bien. Ce que vous pourriez aussi faire, si plus tard vous avez envie de dire, au fait, quand tu cliques sur la croix, il faut que tu recharges les commentaires ou ce genre de choses, vous pouvez aussi en profiter pour émettre un événement. Vous pouvez ici aussi lui dire, sur cet élément-là, j'aimerais bien que tu dispatches un événement. D'ailleurs, là, il ne comprend pas trop ce que c'est, donc on va écrire de la JSDoc pour nous aider. On va préciser que ça, c'est un HTML element. Voilà, donc là, je peux lui dire dispatch un événement, et ça sera un new custom event, et ça sera un événement de type fermeture. Ça veut dire qu'on a fermé notre alerte, et comme ça, on pourra avoir des écouteurs sur le parent et pouvoir agir en fonction. L'avantage, c'est qu'après, il sera possible, avec notre JavaScript, de venir écouter sur cet événement-là et de faire des choses en particulier. Par exemple, ce qu'on pourrait s'imaginer, c'est à ce niveau-là, plutôt que de faire un disconnect et un remove, lui dire, là, il y a eu un problème, donc le loader, je vais le mettre en display none. Donc je vais faire un style.display et on va mettre none. Comme ça, l'élément est masqué. Notre loading, on va le laisser à true, et ça, on va même le mettre en dehors du try. Mon alert element, je vais le sauvegarder dans une variable. Donc on va l'appeler const error, égale ça, voilà. Attention à ne pas nommer ça alerte, parce que alerte, on l'a vu, c'est une méthode globale. C'est un peu pour ça que c'est chiant les trucs qui sont dans le namespace global, c'est qu'ensuite ça vous embête tout le long, vu que vous ne pouvez pas réutiliser le nom. Et là, on fera un error.addEventListener. On va écouter quand est-ce qu'il y aura une fermeture, vu que c'est le nom que l'on avait choisi pour notre événement. Et là, qu'est-ce qu'on fera? On lui demandera au niveau du loader de supprimer la propriété display. Donc on fera un vis.loader.style.remove property display. Comme ça, il récupérera son display block ou son display flex original. Et ensuite, on pourra lui dire, finalement, le loading a fini. On estime que là, effectivement, on peut repartir et on passera le loading à false. Donc à aucun moment je n'ai besoin de déconnecter et à aucun moment j'ai besoin de supprimer le loader. Si je reviens au niveau de ma page, on voit que lorsque je descends, on a un impossible de charger les contenus. Lorsque je vais cliquer sur la croix, l'élément va redevenir visible et il va recharger les contenus. Ce qui fait que ça peut permettre de recharger le serveur si jamais c'est temporaire et qu'il y a eu un petit problème. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est un cas intéressant de l'utilisation des custom events. Donc nous, on va maintenant refixer le endpoint. Donc j'avais mis n'importe quoi au niveau de cette URL-là. Voilà. Donc là, ça fonctionne bien. Et on a notre système de commentaires infini. Avec en plus une gestion des erreurs et la possibilité de relancer le chargement si jamais l'erreur, on veut la fermer. Et on a créé un code qui est suffisamment générique pour pouvoir être utilisé absolument partout. Vous pouvez même remplacer le loader par autre chose si vous le souhaitez. Voilà, là c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant en termes de structure. Donc maintenant on va passer à la partie ajout de commentaires. Alors cette partie, on peut se dire qu'elle n'a pas attrait à notre système de pagination infinie. C'est un système séparé. Donc on ne va pas forcément le créer dans la même classe. Cette classe-là, moi j'estime qu'elle est terminée, elle fonctionne bien, et c'est très bien. Pour le système de formulaire, on pourrait se dire que ça serait intéressant de faire un petit peu la même approche, de faire quelque chose de générique pour pouvoir le réutiliser plus tard. Donc concrètement, je vais avoir besoin à peu près des mêmes propriétés. J'aurai besoin du endpoint à appeler, du template à appeler, la cible, et des éléments pour savoir qu'est-ce que je dois remplacer dans mon template. Donc là, je vais reprendre un petit peu ces attributs-là, et les mettre au niveau de mon formulaire. Donc dans mon formulaire, je vais espacer un petit peu. Voilà. Et on va faire ça comme ça. Dans le cadre du formulaire, on pourrait peut-être se passer de ce data elements. Je vous donne une autre approche, mais on ne va pas forcément la mettre en place. C'est que vous pourriez ici vous préciser, on aurait un data-to, et on en dirait où est-ce qu'on l'injecterait dans le template. Par exemple, on pourrait mettre ici js-username. Et lui dire, au fait, le body, on l'injecterait dans le js-content. Et dans ce cas-là, il faudrait changer un petit peu votre logique pour récupérer tous les éléments qui ont l'attribut data-to, extraire les informations qui vous intéressent et faire le système de remplacement de template comme on l'a vu. Voilà, ça c'est une autre piste que l'on peut adopter à ce niveau-là. Bon, vu que nous on a déjà écrit cette logique-là, je me dis que je vais reprendre cette logique-là, c'est le plus simple.
En dehors de ça, j'ai rien besoin de faire en plus. Ça devrait bien fonctionner. Si ce n'est que je n'ai pas besoin de la limite, vu que j'essaie de poster un nouveau commentaire. Alors on va mettre peut-être une classe en JS, on va l'appeler JS form-fetch, pour dire que ça va être finalement un formulaire qui va être envoyé en fetch. Et on va créer une classe qui va être dédiée à ça. Donc on va l'appeler classe fetchForm. C'est un formulaire qui se soumettra en fetch. Pareil, au niveau de son constructeur, on aura besoin d'un élément. Et là, on pourra être un petit peu plus précis en lui précisant que... Pourquoi il ne va pas correctement à la ligne? Il est un petit peu pénible. C'est un HTML form element. Voilà, parce qu'on sait que ça ne sera utilisé que sur les formulaires. Et je vais utiliser la même syntaxe qu'ici. Sauf qu'on va lui dire, sélectionne tous les éléments qui ont la classe JS form-fetch. Et créer à chaque fois un nouveau fetch form à partir de l'élément. Et je vais appeler ces éléments form pour qu'on comprenne un petit peu mieux que ce sont des formulaires. Voilà. Donc il va falloir écouter quand est-ce que l'on soumet notre formulaire. Et je vais même l'appeler form ici. Je me dis que voilà, mieux vaut être le plus clair possible. Donc on fera un form.addEventListener, on écoutera la soumission de ce formulaire-là, on recevra l'événement, on fera un prevent default, et ensuite on appellera une nouvelle méthode. Parce que j'aime pas trop imbriquer les choses, c'est jamais une bonne chose. Donc là, ici, on va l'appeler submit form, et ça prendra en paramètre l'événement. Et d'ailleurs, je me dis, c'est mieux d'avoir juste le formulaire. Donc là, on lui dira de faire un vis.submitForm, et je récupérerai le formulaire en faisant un e.courantarget. Je préciserai donc à cette fonction que form, ça sera aussi quelque chose de type HTML-form. Donc la première chose que je dois faire, c'est désactiver le bouton, parce qu'on vient de soumettre le formulaire. Comme ça, ça empêche que l'utilisateur soumette plusieurs fois le formulaire. Donc je vais lui dire, récupère le button en faisant un form.querySelector et sélectionne le bouton. Si vous pensez que votre formulaire peut avoir plusieurs boutons, ça pourrait être intéressant de faire un querySelectorAll pour aller sélectionner tous les boutons et tous les désactiver. Là, je pars d'un cas simple, mais après, il faudra adapter votre code en fonction de votre situation. Ensuite, je fais un setAttribute et je vais désactiver mon bouton. Donc je mets disabled et je mets une chaîne de caractères vide. Ensuite, on va faire un try catch parce que là, ça va être le moment d'envoyer des informations au serveur et le serveur, c'est pas forcément quelque chose qui marche systématiquement. Et on récupérera l'erreur en cas de problème. Donc au niveau du try, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà récupérer les données que je souhaite envoyer. Donc on peut récupérer les données grâce à l'objet formData qui prend en paramètre un formulaire et du coup, ça contient les données de notre formulaire. Donc ensuite, ces données-là, on pourrait choisir de les convertir en JSON pour les envoyer au serveur. Mais certains serveurs, alors ça va dépendre de ceux avec quoi vous travaillez, mais ils peuvent recevoir directement ces données-là. Donc si on regarde au niveau de fetch, si on va dans la documentation de MDN, donc on va faire fetch MDN. Si on regarde les options, et que l'on va au niveau de body, on vous dit que body, ça peut être donc un tableau, ça peut être une chaîne de caractères, mais ça peut aussi être un form data. Donc ça veut dire qu'on peut directement passer cet objet de formulaire à notre fetch. Du coup ici je vais lui dire const result, parce que je ne sais pas encore ce que renvoie cette API, et on va faire un await fetch JSON, donc notre méthode. On lui passe en premier paramètre le endpoint. Donc le endpoint, il va falloir l'extraire à ce niveau-là. Donc un peu comme on l'avait fait pour l'infinite pagination, on va initialiser ces différentes propriétés. Donc je vais récupérer toutes les propriétés, voilà, et venir les mettre au niveau de notre nouvelle classe de formulaire. Voilà, et ces propriétés-là, je vais aller les déclarer comme je l'ai fait à ce niveau-là. Donc on va tout prendre et j'effacerai ce qui n'est pas nécessaire. Donc on a besoin du endpoint, oui, du template, oui, target, oui, le loader, ça n'existe pas. Les éléments, ça existe, l'observer, on s'en fiche, et le loading, ça n'existe pas, et la page non plus. Voilà. Donc à ce niveau-là, on va lui demander d'appeler le endpoint, que l'on peut récupérer, du coup, grâce à notre propriété endpoint. Cette méthode va être asynchrone, donc on va préciser qu'elle est asynchrone. Ensuite, on fera un console.log pour voir à quoi ressemble le résultat. Donc console.log result. Et dernier petit problème, il faut que je remplace ici tous les éléments par des formes, vu que moi j'avais choisi d'appeler mon paramètre ici formulaire. Au niveau de mon fetch JSON, je vais lui préciser aussi que je vais avoir une méthode qui sera en post, vu que je souhaite envoyer un commentaire. Et au niveau du body, je placerai mes datas. Voilà. Donc si je clique ici sur envoyer, on voit que notre serveur répond. Et si on va dans la partie réseau,
Si je déplie ma partie commentaire, dans la partie payload, on a les informations qui ont été envoyées. Et on voit qu'elles ont été envoyées sous forme de form data. Si maintenant j'essaie de remplir des informations, par exemple, on réactualise, je mets un pseudo, un email bidon et un body. Lorsque je clique sur envoyer, on va voir que dans les form data, on a bien ces informations-là. L'inconvénient, c'est que dans la preview, on voit que notre serveur nous répond avec seulement l'ID, ce qui me laisse penser que notre serveur, malheureusement, ne supporte pas, ou en tout cas ne parse pas ces informations-là et ne les interprète pas. Donc on va essayer de convertir ça en JSON. Alors il y a plein de manières de convertir ces objets-là pour un formulaire qui est simple, c'est-à-dire où on a des clés valeurs et pas forcément des checkbox ou des radios avec des valeurs multiples, où là ça peut devenir un petit peu plus compliqué. Vous pouvez faire ça assez simplement en faisant un json.stringify et vous allez lui dire que vous allez faire un object.fromEntries et vous allez utiliser les entrées qui sont dans notre form data. Voilà, ça va permettre d'envoyer les informations sous forme de JSON. Si j'écris n'importe quoi dans mon formulaire et que je clique sur envoyer, on voit que ça convertit bien les choses. Dans la preview qui nous est renvoyée par le serveur, on n'a toujours rien. Et c'est sûrement dû au fait qu'on n'a pas forcément précisé la bonne en-tête. Donc on va lui dire qu'on rajoute ici un headers et on va rajouter un headers content type pour préciser que nous, on est en train d'envoyer du JSON. Sinon, effectivement, il ne comprendra rien. Donc application/JSON. Voilà. Donc là, je m'attends normalement à ce qu'on ait des résultats. On va tester ça. Je clique sur envoyer encore une fois. Je clique sur mon commentaire et dans la partie preview, on voit que le serveur nous répond correctement avec les informations que moi j'ai postées. Impeccable. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est modifier votre fonction fetch.json pour la simplifier. Typiquement, vous pourriez lui dire, en fait, je vais te passer dans les options une option supplémentaire qui sera JSON. Pour te dire, je vais t'envoyer un objet et j'aimerais bien que tu le convertisses en JSON. Donc dans ma fonction fetch.json, je peux ici rajouter une condition en lui disant, au fait, si dans les options on a une propriété JSON, j'aimerais bien que dans les options au niveau de la partie body, tu fasses un json.stringify du JSON que je t'ai envoyé. Et vu que c'est du JSON, profites-en aussi pour modifier les entêtes. Donc dans les entêtes que j'ai déjà préconçues, rajoute une entête content-type et rajoute aussi, comme ça, application/JSON. Voilà, comme ça nous permet de pouvoir utiliser les choses un petit peu plus simplement. Et vous pouvez rajouter un type ici en lui disant je pourrais t'envoyer aussi JSON qui serait un objet. Donc si je reviens au niveau de mon JavaScript, hop, je rentre des informations. Voilà, et on teste au fur et à mesure, c'est important avant de passer à la suite. Je soumets mon commentaire et dans la partie réponse, on a bien ce que j'ai envoyé. Impeccable. Donc il ne nous reste plus maintenant qu'à injecter notre template au bon endroit. Donc au niveau de ma partie app.js, j'ai donc maintenant mon commentaire que je vais appeler comment, qui est donc un objet, et je vais pouvoir faire un petit peu la même chose que ce que j'ai fait au niveau de la pagination, donc cloner le template et ensuite injecter la structure HTML à l'intérieur. Donc on reprendrait ce morceau de code là, ça pourrait être intéressant encore une fois de se créer une fonction pour éviter de dupliquer, et hop, à ce niveau-là, je vais pouvoir lui dire, donc clone le template, ensuite tu auras donc le comment element, utilise le système de Object Entries pour aller venir trouver tous les éléments à remplacer et remplace-les. Et tu te bases sur ce que tu as récupéré au niveau du serveur. Donc c'est vraiment la même logique et c'est le même code. Sauf que ce commentaire-là, je vais l'ajouter en faisant un prepend, parce que je souhaite l'ajouter avant les autres commentaires, vu que c'est le dernier commentaire qui a été rajouté. Une fois que j'ai fini, je vais pouvoir nettoyer mon formulaire, donc je vais faire un reset, et je vais pouvoir aussi enlever le disabled au niveau du bouton. Donc je ferai un button.removeAttribute et je supprimerai l'attribut disabled. Donc j'essaie de soumettre un commentaire, voilà, je mets un peu n'importe quoi, je clique sur envoyer et notre commentaire apparaît bien en dessous. Vous pourriez aussi afficher un petit message de succès pour dire que tout s'est bien passé. Par contre, ce qui peut se passer, c'est qu'on s'est trompé sur l'URL ou le endpoint ne répond pas convenablement. Dans ce cas-là, il faut gérer l'erreur. Donc c'est un peu toujours la même chose. Jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on avait tendance à ignorer les erreurs, mais maintenant, il faut les prendre en compte. Moi, je me dis que ce que je pourrais faire, c'est prendre mon formulaire et faire un insert adjacent element. Juste avant mon formulaire, donc grâce à beforeBegin, je veux que tu rajoutes l'élément. Et l'élément, ça sera du coup le fameux alert element. Donc ici, alert element, et je mettrai un message impossible de soumettre ou erreur serveur. Allez, je ne sais pas du tout quoi mettre. Mais voilà, on va mettre ça. Et comme tout à l'heure, je suis embêté parce que je vais avoir besoin de l'erreur. Donc on va l'appeler const error element. Voilà. Hop. Et on lui dira ce n'est
que quand on ferme cette erreur-là, donc close, que j'aimerais bien que tu remettes le formulaire avec un bouton voilà, non désactivé. Donc j'essaie de cliquer sur envoyer. On obtient une erreur où on me dit erreur serveur. Donc le bouton reste désactivé, je clique sur fermer, le bouton se réactive et je peux continuer à resoumettre mon formulaire. Voilà. Enfin, dernier petit point, si vous voulez mettre un message de succès, on pourrait s'imaginer que là on a envie d'afficher le message. Ce qu'on pourrait faire, c'est du coup modifier notre alert element et lui dire à ce niveau-là, j'aimerais bien utiliser mon formulaire, faire exactement ce que j'ai fait ici, donc faire un form.insertAdjacentElement, voilà, et lui dire utilise un alert element. Sauf qu'au niveau de ce alert element, je lui passerai un second paramètre qui serait le type d'alerte à afficher. Par exemple, le success en cas de succès. On aurait erreur en cas d'erreur. Donc il va falloir modifier ce code-là. Donc au niveau de ce code, on précisera le type. Et par défaut, on va préciser que le type, ça sera danger, pour dire c'est une erreur. Donc je précise qu'à ce niveau-là, on aura une chaîne de caractères qui sera le type. Au niveau de Bootstrap, au niveau de mon HTML, lorsqu'on a des alertes, on a alerte-quelque chose. Donc là, je vais retirer cette classe-là. Donc vu qu'on sélectionne le premier élément, vu qu'on a fait un first element child, ici j'ai mon élément. Donc je pourrais lui dire, sur cet élément-là, au niveau de la classe, j'aimerais bien que tu rajoutes une classe qui serait alerte-le type qui a été demandé. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Et là, d'un coup, j'ai un système d'alerte qui me permet aussi de gérer les messages de succès. Si je réactualise, hop, je soumets mon formulaire, je clique sur envoyer. Donc là, il y a une erreur serveur parce qu'évidemment, je n'ai pas corrigé voilà, la petite erreur que j'avais laissée au niveau du endpoint. Donc je resoumets des informations, je clique sur envoyer, et là, j'ai bien mon message que je peux fermer juste après. Bon, évidemment, dans ce message, il faudrait mettre un message un petit peu plus sympa que alert serveur, évidemment, mais en mettant, par exemple, merci pour votre commentaire. Voilà. Et là, vous avez un exemple de comment vous pouvez utiliser le JavaScript pour rajouter des comportements et faire en sorte qu'on ait un système de commentaires qui se charge en JavaScript, donc que quand on scrolle en bas de la page, avec un système de pagination infini, et on a la possibilité aussi d'ajouter des commentaires. Et cette fois-ci, on a bien géré les erreurs avec des alertes un petit peu partout. Et on a commencé à se créer des fonctions utilitaires qui permettent ensuite d'être réutilisées de projet en projet pour par exemple afficher des alertes ou envoyer des données à un serveur grâce à cette fonction fetch.json. Ce qu'on retiendra aussi, c'est que notre approche à ce niveau-là, c'est une approche plus générique que d'habitude. Plutôt que d'essayer de créer le code qui correspond pile poil à notre situation, on essaie d'utiliser plutôt des attributs de type data pour faire en sorte que ce code puisse être adapté. Donc c'est l'HTML qui va piloter finalement le comportement. Donc si par exemple je décide de changer la position du bouton dans l'alerte, je peux le faire facilement. Si j'ai envie de changer l'affichage des commentaires, je peux le faire facilement, et ainsi de suite, ainsi de suite. D'ailleurs, vous pouvez enlever dans la partie template les contenus, ils ne servent à rien, vu qu'ils sont injectés après coup en JavaScript. Mais voilà un exemple d'utilisation des data attributes, de l'utilisation de fetch, l'utilisation de l'intersection observer, et un petit peu tout ce que l'on a vu depuis le début. Donc de manière générale, c'est toujours un petit peu ça que l'on va avoir besoin de faire en JavaScript, c'est essayer de trouver comment on peut utiliser tout ce que l'on connaît pour pouvoir mettre en place les comportements que l'on souhaite. Et j'espère que ce petit épée vous aura permis d'apprendre des choses, et je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Ciao!